Bienvenue dans le podcast de la Terre à l'assiette. Payer des gens pour les regarder travailler et faire les comptes, je pense que dans nos métiers, ça ne fonctionne plus. Si tant est que ça a pu fonctionner un jour. Une émission présentée par Christian Rogoubi. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Gabriel Debeuil, restaurateur de conviction, propriétaire de Chez Georges, situé au 1 rue du Mail, dans le 2e arrondissement, et reconnu par le Collège culinaire de France depuis 2015. C'est extraordinaire, Jean-Gabriel, parce que tu fais partie des pionniers, des premiers membres du Collège culinaire de France, et tu as une identité qui se confond avec celle de ton restaurant. C'est quoi cette histoire de restaurant, la manière dont tu vis le restaurant? Oui, alors tu parles d'identité. Bonjour Christian. Bonjour. D'abord. Oui, alors, moi j'ai théorisé ça il y a quelques années. C'est la notion d'incarnation. Alors moi j'ai une théorie sur la restauration. C'est que de la sandwicherie aux 3 étoiles Michelin, tous les lieux qui sont incarnés avec un patron qui est présent et qui signe en bas de la page sur ses engagements, pour autant sans avoir l'obsession de plaire à tout le monde, j'ai le sentiment qu'ils s'en sortent un peu mieux que les autres et que, pour employer un terme un peu trivial, ils surperforment et ça fonctionne plutôt pas mal, même dans des périodes un petit peu complexes. Donc la notion d'incarnation, ça reste un métier d'artisanat, avec une équipe à animer, un collectif qui est au cœur du process, et puis une clientèle. Et donc voilà, donc le concept est assez simple, d'autant plus que moi j'ai tenté l'expérience. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as toujours eu cette notion de l'identité, c'est-à-dire des lieux qui ont une âme. Hein. Mais au départ, t'en as eu plusieurs. Oui, tout à fait. J'en ai eu donc 5. Qui à chaque fois avait effectivement une identité, puisque moi je n'ai rien créé, je n'ai pas ce mérite-là, mais j'ai repris des institutions parce que j'étais fasciné par la dimension institutionnelle, historique des lieux, l'âme qu'ils pouvaient avoir et l'histoire que les lieux pouvaient raconter. Donc voilà, en tout cas j'ai tenté l'expérience d'essayer de gérer et d'administrer plusieurs sites en même temps avec des identités fortes, et je constatais qu'à chaque fois que je reprenais une affaire, je diluais l'expérience et la façon dont je pouvais moi-même m'impliquer dans l'affaire, suivre mes équipes, sourcer les produits et être capable quotidiennement de satisfaire mes clients. Donc rétrospectivement, c'est assez amusant. Quand je suis passé de 5 à 1 de nouveau juste après le Covid, j'ai constaté que finalement j'exerçais mon métier avec plénitude, avec un seul établissement. Et je te dis, à chaque fois que j'en prenais un, je m'apercevais que finalement, rétrospectivement, je faisais moins bien. C'est extraordinaire parce qu'effectivement, tu incarnes, alors pour le coup, vraiment profondément, cette notion d'artisanat, c'est-à-dire à la fois de l'esprit d'un lieu, ça a toujours été quand même ton fil conducteur, mais avec l'esprit de ceux qui s'y trouvent. À commencer par celui ou celle qui anime ce lieu. Donc l'esprit de ceux qui s'y trouvent, il y a une sorte, en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de capillarité entre ces lieux qui ont un esprit extrêmement fort, un supplément d'âme, si on peut dire, et la manière dont tu gères, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est complexe, l'équipe et la relation avec les clients, et en amont, bien évidemment, ceux qui amènent les produits. Donc c'est une totalité qui est assez étonnante. Donc cette identité, je crois qu'elle est vraiment intéressante. En regardant ce qui avait été dit sur tes restaurants, c'est assez intéressant parce qu'il y a une transformation, me semble-t-il, qui se fait quand on rentre dans ces lieux. Et je prends cet exemple célèbre que j'avais lu te concernant. Il disait que c'est la presse qui disait on y croise quelquefois Steven Spielberg qui a troqué sa casquette de baseball pour une casquette de chasseur parce que le lieu lui permet de se fondre dans son décor. J'ai trouvé ça magnifique. Et c'est ton esprit, enfin, c'est ce que tu développes toujours. Oui, alors, sur la notion d'équipe, moi j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, effectivement, métier d'artisanat,
Je veux dire, la restauration, en tout cas moi c'est la grande leçon aujourd'hui à 50 ans, c'est la notion d'un collectif. Un patron de restaurant, c'est un petit peu un coach, et à l'échelle d'autres secteurs d'activité, voilà, on est un petit peu sur les mêmes registres. Alors, c'est vrai que la notion d'identité, moi j'ai repris des lieux historiques. Alors, sur l'exemple de Spielberg ou d'autres, c'est vrai que quand on a notamment une clientèle étrangère qui viennent à Paris, ils veulent vivre, aujourd'hui ce qui est à la mode, le terme d'expérience client. Et donc, ils veulent vivre une expérience client où ils ont le sentiment vraiment d'être dans un Paris authentique, pas un Paris fake, avec une histoire, avec un lieu où les murs parlent. Alors peut-être que Steven Spielberg ou d'autres, en tout cas, quand ils viennent chez Georges Rue du Mail ou d'autres, il y a des très belles institutions à Paris, heureusement, ils ont le sentiment de vivre ça. Et je crois que ça les amuse d'aller dans des restaurants qu'ils n'ont pas chez eux par ailleurs. On va aller sur notamment comment tu fais vivre ça avec ton équipe, justement. Et il y a une démarche aussi particulière. Mais avant, on va lancer notre toc-toc qui est là. Toc-toc, qui est là? Alors Jean-Gabriel, si tu étais un vignoble, tu serais quoi? Mon vignoble. Ah, ton vignoble? Oui, j'ai tenté l'expérience aussi. Donc, il y a la même démarche d'incarnation. J'ai un petit vignoble à Chénas. D'accord. Donc, en face de Moulin à Vent, et qui est le syncrétisme heureux entre l'extrême sud de la Bourgogne, là où le Gamay, quand il est bien fait, pinote, et puis la vallée du Rhône septentrionale, le Rhône Nord, avec cette petite caractéristique épicée. Voilà. Si tu étais un accessoire de cuisine? Un tamis. Ah, c'est très intéressant et très symbolique. Si tu étais une région? Le Jura. Et si tu étais un autre cuisinier, ou un cuisinier, puisque... Vivant? Oui, vivant ou mort, peu importe, qui t'inspire ou qui... Des cuisiniers qui sont de très haut niveau, qui incarnent cet esprit français, qui sont présents quotidiennement dans leur cuisine. Je pense à Gagnère ou à Savoie. Allons un peu plus loin maintenant, effectivement. Faudra qu'on parle tout à l'heure, ça me vient à l'esprit, de quelque chose, quand on parle d'incarnation, et je pense que tu portes ça en toi, même si ça semble à côté de la cuisine, c'est l'art. Je voudrais que tu m'en parles tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a beaucoup de correspondances par rapport à ça. Aujourd'hui, artisan militant de la qualité, avec tout ce que tu portes, la recherche authentique, le recentrage sur un lieu que tu habites d'une certaine façon, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui et quelle est la difficulté qu'on peut rencontrer et les satisfactions au niveau d'une équipe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour partager ça On est dans des bouleversements sociaux et managériaux, donc il faut finalement des choses assez simples. Moi, ce que je constate, c'est qu'un propriétaire de restaurant doit faire valoir des valeurs, à mon sens, d'exemplarité et motricité. On arrive à un virage où la financiarisation de nos métiers va commencer, à mon sens, à se poser des vraies questions sur l'efficience et la capacité de pouvoir faire tourner à long terme des restaurants qui tiennent la route. Je pense que les patrons doivent faire valoir ces valeurs d'exemplarité. Donc être au travail, je pense qu'aujourd'hui, avec toute cette jeune génération, être présent. Oui, payer des gens pour les regarder travailler et faire les comptes, je pense que dans nos métiers, ça ne fonctionne plus, si tant est que ça a pu fonctionner un jour. L'exemplarité, la motricité, plus que jamais, vous êtes légitime dans un restaurant si vous travaillez avec votre équipe. On fait des erreurs tous les jours et tout. Mais quand on est tous dans le même bain, à être aussi capable d'avoir une vision à l'échelle de sa petite affaire et développer des objectifs communs, voilà qui est important. Après, il y a aussi l'idée qu'on puisse trouver, lorsqu'on fait le casting d'un restaurant, j'aime bien prendre cette expression, qu'il puisse ensuite y avoir des affinités électives et qu'on ait le sentiment de vivre la même expérience et de vouloir partager la même chose. Est-ce que tu as senti une différence entre là où tu étais quelque part, même si tu étais habité par cette authenticité, mais tu étais quand même un homme d'affaires avec plusieurs établissements, et maintenant tu en as un? Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la réflexion et du modèle économique et du développement économique? Alors moi, je me suis complètement planté. C'est-à-dire que si tu veux, dans la vie d'un homme, on avance, et puis sur le tard, on finit, j'espère pas trop tard, par comprendre qui on est, comment on fonctionne. Donc moi, j'ai peut-être cru que...
où j'ai voulu me prouver je ne sais quoi, mais force est de constater que finalement, je n'ai jamais autant été heureux que quand j'étais un marchand de soupe à exploiter mon petit restaurant, tout ça. Finalement, j'étais pas très très à l'aise dans ce rôle, entre guillemets, d'homme d'affaires, toute proportion gardée. Hein. Donc moi, j'étais pas très à l'aise parce que c'est un autre métier. J'ai un confrère à Paris, c'est l'exemple qui est intéressant, je ne vais pas le citer, mais qui me disait aujourd'hui, lui, il fait des restaurants où parfois, dans ces restaurants, il n'y a même plus de service. Plus de service. C'est-à-dire que 80% de l'activité du restaurant, c'est de l'événementiel. D'accord ? Donc on reçoit des gens midi et soir, des privatisations. Moi, je refuse. Hein. Tous les groupes, toutes les privatisations, je laisse la priorité à la clientèle individuelle. Je veux que ce soit cette expérience qui soit vécue. Donc, c'est absolument fascinant. C'est-à-dire qu'on développe des restaurants aujourd'hui. Par exemple, sur les centrales de réservation, moi, c'est quelque chose qui me heurte, mais je vais parler comme un vieux réac, un vieux con. Mais moi, j'apprécie encore qu'il puisse y avoir ce lien humain, qu'il y ait quelqu'un au téléphone, même si on est injoignable, que tout soit pas digitalisé. Voilà, bon, c'est des... Voilà. Et en tout cas, c'est en phase avec la notion d'artisanat. Mais c'est drôle parce que au Collège Cuillère de France, tu le dis avec recul et modestie, je suis peut-être réac et vieux con, mais pas du tout. C'est qu'en fin de compte, on le constate profondément dans le travail du Collège Cuillère de France. C'est l'avenir, ce que tu dis. C'est pas le passé, c'est pas une réaction, c'est l'avenir. C'est-à-dire, c'est l'avenir qui crée de la valeur humaine, là où, je le disais l'autre fois, en fait, où on est de plus en plus connecté, mais de moins en moins relié. Et en fait, il y a une épidémie de solitude. Donc, la liberté est à ce prix. La liberté est à ce prix parce que plus on facilite la vie de chacun et chacune, plus on est esclave. Donc, on le voit bien, ça, et on le constate très concrètement au sein du collège. En revanche, juste une petite remarque sur ta vision des choses, sur la proximité et pas d'événementiel. Je crois que là, tu dis pas d'ailleurs de façon négative, mais il y a des possibilités tous azimuts. Ici, nous sommes au Patio Opéra, où la conception même de la personne qui sera interviewée dans un de nos podcasts est de concevoir l'événementiel. Parce qu'elle vient de l'événementiel, elle vient du cinéma, etc. Sauf que tu as dit un mot qui me semble très important, c'est le mot de métier. Quel est ton métier ? Et l'important, c'est au beau sens du terme, au sens artisanal du terme. On n'a pas une profession, on a un métier. Et toi, tu as bien défini ton métier qui te correspond et correspond à ton identité. C'est ce que j'allais te dire. Ce sont des métiers différents. Voilà. Donc ça dépend quel métier on veut faire et qu'est-ce qu'on exerce comme métier. Oui, on connaît bien ces sujets qu'on a abordés plusieurs fois. Oui, passionnant d'ailleurs. Mais tu vois, il y a une chose qui est assez... amusante. Moi, je travaille encore avec un cahier de réservation, avec une gomme et un crayon. Ouais. Et donc, c'est un espèce de barnum absolu, parce qu'on a la chance d'être complet tous les jours, midi et soir. Et donc, si tu veux, il y a des codes couleurs, tout ça. Les clients qui rentrent dans le restaurant, aujourd'hui, à l'ère d'Instagram, les prennent en photo et me regardent comme si... Enfin, c'est Hibernatus, si tu veux. Le mec qui s'est réveillé, qui était au 19e siècle et qui s'est réveillé dans un cube de glace. Et ils le prennent en photo, ils disent « Mais il y a encore des gens qui travaillent comme ça. » Ouais. Et c'est génial, parce que ça recentre sur l'humain, sur ce qu'est notre valeur ajoutée. La notion du lien, oui. On va lancer fromage ou dessert. C'est fromage ou dessert ? Alors, justement, est-ce que tu es plutôt fromage ou dessert ? Fromage. Fromage. Est-ce que tu es plutôt ville ou campagne ? J'adore je comprends pas le concept de vouloir chercher la campagne à la ville et la ville à la campagne. Donc, à Paris, je suis très urbain. J'aime aller boire le café, acheter les journaux, cette promiscuité, voilà, et tout faire à pied, tout ça. Et la campagne, j'aime la campagne quand elle est vraiment campagne. Travail ou vacances ? Alors moi, j'ai un problème avec les vacances. Je crois qu'on aura l'éternité pour se reposer. Je me fais chier en vacances très très vite.
Et voilà, je crois que ce qui anime la vie d'un homme ou d'une femme, c'est les projets et la croyance. Même ne pas croire est un acte de croyance en soi. Et voilà, les vacances, non. Mais tu as raison. D'ailleurs, c'est le mot qu'on met derrière. Vacances, ça veut dire justement être en vacances de quoi que ce soit. Et personnellement, je te rejoins totalement, puisque je dis, je ne travaille jamais, en fait. Il y a un tel plaisir, une telle passion dans ce qu'on fait, qu'on n'a pas l'impression d'être en travail. Oui, alors ce que tu dis est très juste. Étymologiquement, c'est être vacant. Donc moi, finalement, j'arrive à être en vacances à Paris sur des séquences très très courtes. Et la punition, tu me mets sur une plage, sur une île déserte, c'est une punition absolue. Temps court ou temps long ? Ah ben temps long, bien sûr. Ouais. Compétition ou coopération ? Je suis absolument pas compète, oui, donc coopération. Entrepreneur ou salarié ? C'est une question fondamentale, parce que je crois qu'on va plus pouvoir les mettre en opposition longtemps, mais évidemment, dans mon cas, entrepreneuriat. Mais je crois que effectivement, même les salariés vont devenir au moins entrepreneurs d'eux-mêmes. Au moins. Oui. Au moins. Merci. Alors, dernier volet de notre échange passionnant, c'est que tout ça dit quoi sur une certaine vision du monde, une certaine vision de la société, une certaine vision de toi-même. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de reconnecter aussi avec un domaine qui paraît très incongru dans la manière dont tu te définis, c'est l'art. Mais qui, je pense, ne l'est pas tant que ça, incongru par rapport à ça. Tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, alors c'est une autre activité que j'ai. Je suis passionné d'histoire de l'art. Aujourd'hui, mes lectures se concentrent exclusivement là-dessus. Je pense que si on a Bon, c'est tout mon temps libre, hein, c'est mes nuits. Puis c'est vrai que je développe une activité, je gère une collection, tout ça, c'est une passion. J'ai une passion enfant pour la bibliophilie. J'ai perdu mes parents jeunes. Et le lien que j'ai eu, que j'ai pu préserver au départ de mon père, c'est sa bibliothèque. Et également la bibliothèque de mon grand-père. Et j'ai continué. J'ai acheté des livres et les livres m'ont amené à la photographie, au dessin, à la gravure. Aujourd'hui, je fais tableau, dessin, sculpture. Et c'est une activité à part entière, mais tu as dû regarder un peu à gauche, à droite. Je ne sais pas trop quoi dire, parce que là, on est dans le domaine de l'émotion. Ce qui est important est d'avoir le sentiment aussi de résister. Aujourd'hui, on fait cette émission, c'est un jour particulier. Donc on se raccroche finalement à des choses qui nous animent et qui sont porteuses d'espoir. Et voilà. Moi, le lien que j'ai vu, c'est le domaine sensible, hein, l'intangible, et où un restaurant, c'est quand même quelque chose de très concret à plein de niveaux, mais il y a énormément d'intangibles, et tu l'as dit magnifiquement. Et je pense qu'il y a vraiment cette correspondance, en tout cas, cette consonance, si on peut dire, entre les deux univers. Et ça explique aussi la façon dont tu abordes le restaurant. On va terminer sur un dernier élément qu'on appelle le pot de moutarde. La moutarde me monte au nez. Là, c'est de te demander, il y a forcément, dans tout ce qui nous entoure, dans le métier, mais peut-être même au-delà, la moutarde qui te monte au nez de temps en temps, ton coup de gueule, ça serait sur quoi ? Il y en a beaucoup. Oui, je sais, c'est pour ça que te connaissant. Il y en a beaucoup, mais je pense que si ce podcast s'adresse à des gens de métier, ce ne serait pas un coup de gueule, mais ce serait une réaction par rapport au vrai défi qui va être le nôtre. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Et le vrai défi, c'est les ressources humaines, c'est les équipes, c'est les femmes et les hommes qui font ce métier et sans qui on ne peut rien faire. On ne peut plus les aborder de la même manière. Voilà, donc aujourd'hui, les paradigmes, enfin les choses ont changé de façon absolument incroyable. C'est pas un coup de gueule, mais c'est un défi et il va falloir qu'on accélère, qu'on comprenne mieux la façon dont les mentalités ont évolué, dans la façon dont les choses se passent, parce que sinon, cette financiarisation va lever des millions pour ouvrir 6 ou 7 restaurants par jour à Paris, mais avec qui ? Avec qui pour les faire vivre ? Avec qui pour faire un travail de qualité, un accueil de qualité et partager des moments de coexistence au sein des équipes, des moments valorisants. Donc ça, c'est un vrai sujet et il y a encore des résistances importantes parce qu'on n'a pas encore tout à fait, à mon sens, compris
ce qui est en train de se passer. On est au cœur de l'enjeu de nos sociétés, puisque cette boulimie quantitative est entre guillemets innovante, avec cette dictature de l'immédiateté, elle détruit dans la durée. Alors que la démarche humaine dont on a parlé là, pendant cet échange, elle construit durablement. Simplement, c'est en ça que je pense que c'est un avenir, et c'est en ça que ça nous réunit au sein du Collège culinaire de France à travers toute la réflexion et les actions que nous menons ensemble. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de passer ce moment entre nous. Je crois que ça va intéresser beaucoup de nos auditeurs dans la profession, mais sans doute en dehors de la profession aussi. Je crois que ça mène à réflexion. On va aller simplement sur un dernier élément. Si tu pouvais avoir pour nos auditeurs une adresse de restaurant qui te paraît, indépendamment évidemment de chez Georges, rue du Mail, mais qui, toi, un restaurant que tu aimes bien dans tes goûts, et puis peut-être un produit qui t'interpelle aussi, ou un producteur qui t'interpelle. Pas très loin, rue du 4 septembre, il y a un restaurant. Alors, c'est un restaurant, je crois qu'il y a une étoile. Oui, il y en a deux, je dirais. J'aime bien. Je ne vais pas rester dans le traditionnel français, parce que je trouve qu'il y a une ouverture. Voilà. Donc, il y a un restaurant japonais qui s'appelle Yoshinaga. Là, un maître qui travaille les sushis. Je trouve qu'il y a une conception du métier, de la tradition, qui est absolument phénoménale. J'ai eu la chance de pouvoir y aller, et je crois pouvoir dire que j'avais jamais mangé de sushi de ma vie avant cette expérience, qui est une expérience onéreuse, mais voilà, et qui montre la spécificité de la notion de métier. D'accord. Donc ça, c'est fascinant. Il y en a un autre que je trouve fabuleux. C'est un jeune chef étoilé qui est pas très loin de chez Georges aussi, qui s'appelle Omar Diab. À mon sens, un des chefs les plus talentueux de sa génération. Merci. Et un produit qui te vient à l'esprit que... J'ai une passion pour le pâté en croûte. Ah, voilà. Merci Jean-Gabriel, et à très vite bien sûr, puisqu'on se retrouve régulièrement au sein du collège, et aussi au sein de Manger Citoyen, où tu as été un des premiers promoteurs pour justement apporter et aider à ce que manger veut dire. Comme dit Michel Guérard, il faudrait apprendre à manger comme on apprend à lire à l'école. Oui, mais moi, je me souviens de la notion d'engagement. À l'époque, j'avais comme parrain Alain Dutournier. Oui. J'aurais pu le citer comme chef, c'est vrai. Personnage extraordinaire. C'est la notion de rentrer. Je rentrais dans le Collège culinaire de France, Manger Citoyen, pour rentrer en résistance. Et aussi pour acter fondamentalement une démarche politique, citoyenne. Et c'est ça qui est important, c'est pas simplement un collectif de restaurateurs, il y a des choses à défendre, et moi c'est pour ça qu'en 2015 j'ai choisi cette voie-là. Merci à toi, et merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi Christian. Vous venez de déguster un épisode de La Terre à l'assiette, le podcast qui vous donne envie de bien manger. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si ce podcast vous a régalé, soutenez-nous en lui donnant un maximum d'étoiles, comme un grand chef, et en vous abonnant. Vous avez envie d'en savoir plus sur les actions du Collège culinaire de France et sur le mouvement Manger Citoyen? Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. À très vite pour un prochain épisode. Ah oui, et évidemment, l'addition, elle est pour nous.